Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseiller. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la composition des états financiers afin de vous permettre de comprendre le contenu de ces états financiers. Nous avons réalisé pas mal de vidéos afin de contribuer à l'amélioration des compétences de ceux qui veulent apprendre. Dans cette vidéo, alors, nous allons essayer de parler des états financiers. Quand on est entrepreneur, quand on a une entreprise, on a besoin de produire des états financiers, mais tous les entrepreneurs ne sont pas des comptables ou n'ont pas des notions avancées en comptabilité. C'est pourquoi nous allons essayer de vous donner ou de vous expliquer la composition des états financiers. Et alors, si jamais vous êtes intéressé par la lecture de ces états financiers, il faut comprendre quelle est la composition de ces états financiers. Allez dedans un petit exemple, nous allons essayer de vous montrer finalement comment les états financiers sont constitués et essayer d'entrer en profondeur pour voir quelle est la composition de ces états financiers. Alors, pour répondre à la question en rapport avec la composition des états financiers, nous nous servons de la norme comptable internationale 1, ce qu'on appelle IAS 1 ou International Accounting Standard 1. Et c'est cette norme-là qui énumère les éléments constitutifs des états financiers. Alors, selon cette norme, donc la norme comptable internationale 1, les états financiers sont constitués par le bilan, le compte d'exploitation ou le compte de résultat, le tableau de variation des capitaux propres, le tableau de flux de trésorerie et les notes annexes. Dans cet exemple, nous allons justement vous montrer le bilan, le compte d'exploitation, le tableau de flux de trésorerie et le tableau de variation des capitaux propres. Alors, commençons par le bilan. Quand vous entendez le bilan, qu'est-ce qu'il y a dans le bilan? D'abord, il faut savoir que le bilan est composé par deux parties. Il y a ce qu'on appelle la partie active ou actif et la partie passive ou le passif du bilan. Alors, dans la partie active, ça représente quoi pour une entreprise ou pour un entrepreneur? Il faut comprendre que l'actif représente les biens détenus par l'entreprise ou ce que l'entreprise a, alors qu'au niveau du passif du bilan, on retrouve l'ensemble des dettes, que ce soit les dettes envers les associés ou le créateur, les dettes envers les banques, les dettes envers les fournisseurs, les dettes envers le personnel, l'État, etc. Donc, il faut comprendre que l'actif est constitué par ce que l'entreprise possède et qui est censé générer des avantages économiques à l'entreprise, alors que le passif représente des obligations pour l'entreprise dont l'extinction doit se traduire par une sortie de ressources. En d'autres termes, le passif est constitué par l'ensemble des dettes. Alors, quand nous revenons sur le bilan au niveau de l'actif, vous voyez comment ici on a juste simplifié pour vous montrer la composition du bilan. Vous voyez que le bilan, il est au niveau du bilan, nous commençons par l'explication de l'actif. Au niveau de l'actif, on fait la distinction entre les éléments de l'actif non courant et les éléments de l'actif courant. Pour les éléments, en ce qui concerne les éléments de l'actif non courant, il faut comprendre que ce sont des immobilisations. Donc, ce sont des actifs dont la réalisation ne sera pas faite au cours des 12 prochains mois suivant la fin de l'exercice. Là, on y trouve des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles et des immobilisations financières. C'est ça qu'on retrouve dans la partie des actifs non courants. Alors que dans l'actif courant, ce sont des éléments qui peuvent être réalisés dans les 12 prochains mois. C'est pourquoi vous voyez que nous allons retrouver les stocks, les clients, par exemple la TVA, etc. Et aussi, on y trouve aussi les valeurs disponibles au niveau des banques ou de la caisse. Alors, quand on regarde les éléments de l'actif non courant, au niveau de la présentation, vous voyez que nous avons les valeurs brutes, nous avons les amortissements et les dépréciations, et aussi nous avons ici les montants nets. Évidemment, quand l'entreprise a travaillé pour plusieurs exercices, ici ça va représenter les éléments de l'année N, et ici on va voir les éléments de l'année N-1 pour permettre la comparabilité. Alors, quand vous analysez ces éléments de l'actif non courant, normalement,
les valeurs nettes. Pour les trouver, vous prenez les valeurs brutes moins les dotations aux amortissements et aux dépréciations. Et ça vous donne les valeurs nettes. Alors, normalement, s'il n'y a pas d'acquisition, les valeurs nettes, ces valeurs-là, que vous voyez la valeur nette étant vers 0, parce que chaque année, nous devons procéder à l'amortissement et aux dépréciations. Et quand vous analysez cette partie, il y a lieu de se demander si l'état de vos immobilisations sont vieilles ou oui, il y a lieu de se demander l'état de vos immobilisations. Normalement, pour le savoir, on peut calculer ce qu'on appelle le coefficient de vétusté, où vous prenez les dotations aux amortissements, le cumul des dotations aux amortissements, et vous divisez par les immobilisations brutes. Plus le ratio tend vers 1, plus vos immobilisations sont vétustes. Alors ici, au niveau de l'actif courant, vous pouvez voir, il y a les stocks par exemple, vous voyez, il y a les stocks, il y a les clients. Donc, vous voyez, ce sont des éléments qui, comme je l'ai dit, qui peuvent être réalisés dans les 12 prochains mois. Alors ici aussi, quand vous avez l'autre année, vous pouvez faire une analyse comparative en regardant si les éléments de l'actif sont en train d'augmenter ou de diminuer et de voir l'état ou l'évolution de votre entreprise. Ça, c'était au niveau de l'actif. Au niveau du passif, comme je l'ai dit, vous allez trouver l'ensemble des dettes. Ici, par exemple, vous avez le capital qui a été apporté par l'entrepreneur ou les actionnaires. Et ici, vous allez trouver d'autres éléments. Ici, on a juste essayé de simplifier. Mais la sommation du capital et vous allez trouver d'autres éléments comme les écarts de réévaluation, comme les réserves, etc., etc. Donc, ce sont des passifs. Normalement, c'est le passif qui finance l'actif. Normalement, quand vous prenez l'ensemble le total de l'actif et moins l'ensemble des dettes, normalement, vous allez avoir ce qui reste à l'entreprise après avoir payé toutes les dettes. Ici, vous allez trouver ici les dettes fournisseurs, les dettes personnelles, les impôts à payer, etc., etc. Donc, ça, c'était au niveau du passif. Au niveau du classement, je vous ai dit que le classement au niveau de l'actif, on va trouver ce qu'on appelle actif et non courant et l'actif est courant. Et c'est la même chose au niveau du passif aussi. Il y a le passif et non courant et le passif est courant. Et le passif et non courant, justement, ce sont des éléments qui ne doivent pas être réglés dans les 12 prochains mois suivant la fin de l'exercice, alors que le passif courant, ce sont des dettes qui doivent être payées dans les 12 prochains mois suivant la fin de l'exercice. Ça, c'était au niveau du bilan. Alors, nous allons voir aussi l'autre élément d'état financier qui est le compte d'exploitation. Le compte d'exploitation, normalement, vous montre comment l'entreprise a pu générer ou a pu dépenser, les ventes réalisées et les dépenses qui ont été réalisées jusqu'à ce qu'on dégage le résultat de l'exercice. Alors, ici, nous supposons que nous sommes dans une entreprise commerciale où on peut calculer certaines marges ou certains soldes des intermédiaires. Ici, par exemple, ce sont des ventes de la période. Ici, ce que vous voyez ici, ce sont des ventes qui ont été réalisées. Cela comprend les ventes qui ont été, des ventes qui ont été encaissées et de ventes qui n'ont pas été encaissées. Normalement, les ventes qui n'ont pas été encaissées, ce sont ces ventes-là qui viennent augmenter le compte client. Il y a le coût du stock vendu, vous avez la marge brute, et puis vous allez soustraire certaines charges telles que fournitures consommées, les loyers, etc. Et alors, vous allez avoir la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, normalement, c'est ce que l'entreprise a ajouté par rapport à ce qui existait. Et puis, vous allez soustraire les rémunérations, les dotations d'amortissement, les dotations de dépréciation, les dotations provisions, etc. Et vous allez avoir le résultat avant impôt. Et puis, alors, vous allez calculer les impôts. Et ce qu'il faut savoir est que pour calculer les impôts ne se calcule pas sur le résultat comptable, mais l'impôt se calcule à l'extra comptable en faisant ce qu'on appelle le passage des résultats comptables au résultat fiscal. C'est pourquoi vous pouvez trouver que au niveau du résultat comptable, vous avez un résultat qui est négatif et au niveau de l'impôt, vous avez un impôt à payer. Il faut savoir que l'impôt ne se calcule pas sur le résultat comptable parce qu'il y a des charges qui sont comptabilisées au niveau de la comptabilité, alors qu'au niveau fiscal, ces charges-là ne sont pas fiscalement déductibles. C'est pourquoi alors, à l'extra comptable, vous devez
passer du résultat comptable au résultat fiscal, à réintégrer les charges que vous devez réintégrer et en soustraire les produits qui ont subi, par exemple, une imposition. Ça, c'est le compte de résultat. Et ça montre la performance de l'entreprise. Ça montre ce que l'entreprise a généré au cours d'un exercice. Donc, voilà, quand l'entreprise a travaillé pendant une année, qu'est-ce qu'elle a généré comme résultat? Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui permet justement de rémunérer les actionnaires. Si vous n'avez pas de résultat positif, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de dividendes à distribuer. Alors que si le résultat est positif, c'est donc il y a lieu de distribuer des dividendes aux actionnaires. Et ça, c'est aussi, ce résultat est très important parce que c'est à partir de ce résultat qu'on doit essayer de calculer l'impôt à payer, etc., etc. Alors, autre tableau qu'il faut voir, c'est le tableau de flux de trésorerie. Ici, il faut savoir que le tableau de flux de trésorerie peut s'élaborer de deux manières. Il y a ce qu'on appelle la méthode directe et la méthode indirecte. Ici, dans cet exemple, on a juste présenté en utilisant la méthode directe. Alors, ici, nous avons montré, on parle des encaissements des clients et puis vous allez soustraire somme version fournisseur au personnel. Alors, ça va vous donner le flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles. Il y a aussi un flux provenant des activités d'investissement et en fait, il y a un flux provenant des activités de financement. Alors, ce qui importe pour l'entrepreneur, quand on voit ce tableau, c'est de pouvoir interpréter qu'est-ce que cela signifie. Lorsque le flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles est négatif, par exemple, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'en réalité, si ce flux est négatif, ça veut dire que l'entreprise n'a généré aucune liquidité au cours de la période. Elle a travaillé toute l'année, mais en termes de liquidité générée, si le flux est négatif, ça veut dire que l'entreprise n'a rien généré comme flux de trésorerie. Et ça, c'est très important pour le banquier parce que si vous analysez une entreprise pour plusieurs exercices, c'est que en termes de flux générés par les activités ordinaires ou opérationnelles, le génère rien, c'est que l'entreprise a un problème. Et puis, le flux de trésorerie provenant des activités d'investissement, ça montre justement que l'entreprise investit ou non. Si l'entreprise a procédé à des acquisitions, des immobilisations, donc ça va affecter la trésorerie à moins. Et si jamais l'entreprise a vendu une partie des immobilisations, ça va aussi affecter la trésorerie en plus. Si elle a vendu et qu'elle a encaissé, ça va affecter la trésorerie en plus. Alors, si le flux est négatif, cela montre que l'entreprise a acheté ou a investi et a payé. Parce que si l'entreprise a acheté à crédit, ce flux-là, ici, on ne mettra rien. Parce que si on a acheté à crédit, ça n'a pas affecté notre trésorerie ou la trésorerie de l'entreprise. Et puis, la trésorerie provenant des activités de financement, c'est par exemple si vous avez contracté un prêt en crédit ou remboursé un crédit. Si vous avez contracté un crédit, ça va affecter notre trésorerie ou la trésorerie de l'entreprise en plus. Si jamais vous avez remboursé, ça va affecter la trésorerie en moins. Alors, vous allez regarder dans cette partie s'il y a un flux qui a été dégagé, que ce soit un flux positif ou négatif. Alors, la sommation de ces trois parties, justement, c'est ça qui nous donne la variation. Donc, le flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, le flux de trésorerie provenant des activités d'investissement et le flux de trésorerie provenant des activités de financement qui va nous donner le flux de trésorerie de la période, donc la sommation de ces trois parties. Alors, si cette partie est négative, ça veut dire que l'entreprise n'a rien généré, plutôt elle a utilisé la trésorerie qui existait au début de la période. Vous allez trouver que la trésorerie à la fin de la période est inférieure à la trésorerie au début de la période. Donc, si nous prenons le flux qui a été généré au cours de la période et que nous ajoutons la trésorerie au début de la période, ça va nous donner la trésorerie à la fin de la période. Ce qui veut dire que s'il y a une erreur au niveau des enregistrements qui a affecté la trésorerie, le flux de trésorerie ne sera pas correct quand vous allez élaborer votre tableau de flux de trésorerie. Autre tableau qu'il faut voir, c'est le tableau de variation des capitaux propres. Ici, on montre comment les capitaux propres ont varié. Normalement, les éléments qui font varier les états, normalement, les éléments qui font varier les capitaux propres, c'est lorsque, par exemple, on a procédé à la réévaluation ou on a augmenté le capital, ou bien si on a eu un résultat positif, ou bien si on a distribué par exemple des dividendes, ça va affecter vos capitaux propres. Si on a changé de méthode, ici
le changement de méthode va affecter les capitaux propres, ou bien si on a procédé à la correction des erreurs, ça c'est en vertu de l'IAS 8 en rapport avec la correction des erreurs. Le changement de méthode comptable et la correction des erreurs affectent les capitaux propres. Si on a procédé à la révélation des immobilisations, etc., ça va. Ou bien si on a payé des dividendes, ça va affecter vos capitaux propres. Donc, autre élément des capitaux propres, ce sont les notes annexes. Normalement, les notes annexes vont essayer de vous montrer les méthodes qui ont été utilisées dans la production des états financiers, les règles d'évaluation, expliquer les montants des états financiers pour comprendre justement les états financiers. Donc voilà les amis, un peu de mots quand on parle des états financiers, il faut entendre qu'ils sont constitués par le bilan, le compte d'exploitation, de résultats, le tableau de variation des capitaux propres, le tableau de flux de trésorerie ainsi que les notes annexes. Dans la prochaine vidéo, on va vous montrer comment vous pouvez vous faire une idée en analysant la variation de ces éléments en vue de tirer une conclusion, même si des analyses approfondies peuvent être réalisées notamment à travers le calcul des ratios. Et je pense que cette vidéo va vous donner une idée sur la composition des états financiers tel que défini par un norme comptable international 1 ou IAS 1 ou International Accounting Standard 1 qui justement énumère la composition des états financiers. Et si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la partager. Et si jamais vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine vidéo. Bye.